Bien, nous poursuivons les lois qui font partie du chapitre relatif aux lois du vin. Et après avoir envisagé ensemble la nature de l'interdiction, les différentes religions visées par l'interdit de consommer ou de toucher le vin, la description des contacts qui rendent le vin interdit. Je vous rappelle qu'on suit le plan du Rav Loria, du Rav Yosef Loria, qui a réalisé plusieurs ouvrages de grande qualité, notamment les fondements de la cacheroute et les fondements du Shabbat, pour les plus célèbres et les plus complets. Et comme nous suivons l'étude sur cet ouvrage, j'aime à dire ici dans la vidéo que non seulement je recommande l'achat de ce livre, parce qu'il est vraiment un livre essentiel que tout juif, à mon avis, doit avoir. Et même s'il y a d'autres livres qui ont de grandes valeurs, qui sont de grandes valeurs, c'est essentiellement en hébreu. En français, ce qui existe, malgré la valeur de ce qui existe, je ne connais pour l'instant rien de mieux fait, de mieux structuré et de mieux présenté, avec surtout une qualité rare, c'est qu'il tient compte de tous les courants idéologiques des grands maîtres de la halakha. Il y a de plus en plus de personnages, en tout cas les dernières générations, il y avait une tendance à utiliser la halakha au service de l'ashkafa ou l'ashkafa au service de la halakha. C'est-à-dire à faire une sorte d'annexion du monde de la halakha au monde des idées politiques ou idéologiques d'un courant, de tel ou tel courant de Torah. Et bon, ça, c'est pas nouveau, ça existait depuis longtemps, mais ça a été beaucoup plus manifeste avec le retour du peuple juif sur la terre d'Israël. Et on a vu des choses incroyables qu'on n'avait jamais vues avant. Donc, je ne vais pas rentrer maintenant ici dans le détail, c'est pas le lieu ni le moment, mais en tout cas, sachez que pour nous, un livre de halakha de valeur, c'est celui qui d'abord cite ses références, cite ses sources, et qui donne un vrai respect pour toutes les grandes autorités rabbiniques, qu'elles soient séfarades ou ashkénazes, qu'elles soient de tendance de telle idéologie religieuse ou de telle autre. Et dans tous ces cas, évidemment, il mérite, pour toutes ces raisons, ce livre, encore une fois, les fondements de la cacheroute mérite d'être souligné, d'être encouragé, en tout cas dans son étude. Nous étions donc arrivés aux dérivés du vin. On l'avait déjà traité. Et nous sommes arrivés au point numéro 7, le whisky. En fait, qu'en est-il du statut du whisky par rapport à l'histoire de consommer et de toucher? Apparemment, est-ce qu'il y a un problème avec le whisky? Non. Alors, tout dépendra si le whisky est associé à d'autres dérivés à base de vin. Mais si ce n'est pas le cas, le whisky étant composé de céréales, c'est-à-dire notamment de houblon ou de malt, eh bien, il reste évidemment permis à la consommation s'il a été touché ou même fabriqué par des idolâtres, car seul le vin est interdit au contact d'un idolâtre. Or, lors du processus de fermentation, il doit reposer pendant une période moyenne de 7 années dans des fûts en bois de chêne. Certains producteurs ont pour usage d'utiliser de vieux tonneaux ayant servi au stockage du vin pendant de longues années. Ceci est signalé sur certaines bouteilles de whisky par la mention Sherry Casks ou alors Port Madeira Casks, etc. C'est ce que l'auteur ici nous rapporte en petite note de bas. En tout cas, ces tonneaux étant particulièrement onéreux, ils sont souvent remplacés aujourd'hui par des tonneaux neufs, remplis de vin et chauffés à haute température afin d'accélérer l'absorption du vin dans les parois du tonneau. Ainsi, ils seront vieillis industriellement par un processus chimique. C'est dans ces tonneaux imprégnés de vin que, pendant de nombreuses années, le whisky reposera afin d'acquérir toute sa saveur et sa qualité. La couleur et la saveur du whisky dépendent d'ailleurs de la qualité du vin qui a imprégné les parois du tonneau. Vous saviez tout cela que les tonneaux étaient imprégnés de vin? La clarté du whisky, par exemple, dépendra aussi de la nature du raisin. Certains
producteurs ajoutent aussi une quantité minime de vin. Pas uniquement les tonneaux imbibés, mais carrément une quantité minime de vin à la composition du whisky. De manière générale, cette quantité étant inférieure à 2,5%, ils ne sont même pas tenus d'en informer le consommateur et de le mentionner dans la composition. Un tel whisky sera évidemment totalement prohibé selon Maran Bet Yosef, qui interdit de tirer profit du vin entré en contact avec un idolâtre. Et ce vin ayant pour but d'améliorer le goût du whisky, c'est ce qu'on appelle le tentam nishbah, il sera interdit même en moindre proportion. Sous-entendu, même si cette amélioration de goût, elle n'est même pas perceptible ou reconnaissable en tant que vin, vu qu'il s'agisse d'un vin interdit, eh bien, ça reste interdit. Cependant, certains autres décisionnaires statuent selon l'opinion du Rama que le whisky est malgré tout toléré. C'est ce qu'on voit notamment rapporté dans le Igrot Moshe, dans son tome 1 sur Yoredea au chapitre 62. En effet, nombre de connaisseurs affirment que le vin a pour but de contrer l'effet néfaste que certains enzymes qui sont présents dans le bois des tonneaux sont susceptibles d'engendrer. Mais d'autres déclarent que le vin y est souvent remplacé par de la glycérine. Néanmoins, certains professionnels soutiennent que le goût du vin est carrément perceptible dans le whisky, en tout cas pour les vrais connaisseurs. Il convient donc de s'en abstenir jusqu'à avoir éclairci le processus exact de sa fabrication. C'est ainsi que recommande d'agir le Minchat Yitzhak. L'ensemble des décisionnaires préconisent de s'abstenir de consommer ce fameux whisky dans des fûts imbibés de vin, si en tout cas il subsiste un doute quant à la présence de vin parmi ces ingrédients. Certains whiskies de France et des États-Unis, notamment le Bourbon, sont généralement mélangés à du vin. L'usage est donc de s'en abstenir, bien que leur teneur en vin soit tout à fait minime. En tout cas, bien que le whisky d'Écosse et d'Angleterre distillé et mis en bouteille dans son pays d'origine soit traditionnellement toléré, c'est notamment les marques les plus connues telles que JB, Chivas, Ballantines, Jack Daniels, etc., qui sont connus, n'est-ce pas, des grands connaisseurs devant l'Éternel. Eh bien, il en est de même également pour Johnny Walker, portant une étiquette rouge, verte ou or, alors que nombre de doutes sont émis sur les bouteilles portant les étiquettes bleues, ainsi que celles portant la mention pure malt. Ces informations sont rapportées par le Rav ici, Yosef Loria, selon les infos transmises par le Rav Zemelman du rabbinat de Jérusalem. Donc c'est pas anodin, c'est quelque chose de sérieux. Selon certains, l'enzyme de fermentation de whisky de marque Chivas appartient à un juif non religieux. Et dans ce cas, il sera même interdit de l'utiliser, car s'il s'agit de levain qui a passé la fête de Pessah, c'est-à-dire qu'il est resté en possession d'un juif sans avoir été dûment vendu à un non-juif avant Pessah. Mais le Rav Ronstein nous a affirmé que ce juif en question a vendu toutes ses parts de l'entreprise veille de Pessah. Néanmoins, le Rav Yaakov Yosef a répondu au nom d'un grand connaisseur que le goût du vin est perceptible dans les marques de whisky onéreuses. Il convient donc de s'en abstenir. De plus, à notre époque, il existe en Angleterre 4 marques de whisky sous surveillance rabbinique. Et enfin, Rabbi Yechiel Abersera nous répondit que ces marques de whisky ornaient la table de grands rabbinim. Bon, tout ça pour en arriver quoi? Finalement, comme toujours, ça va dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Que le whisky d'Écosse et d'Angleterre, eh bien, sont traditionnellement tolérés pour les marques qu'on a citées. Et simplement, pour les autres sur lesquels repose un doute, il semble difficile de permettre la totalité des marques de whisky qui proviennent de ces régions sans vérifier chaque produit spécifiquement. Alors, de mémoire, je crois savoir que dans la liste du Bédine de Paris, vous avez toute une liste de whisky qui vous sont
soit recommandés, soit ont fait l'objet d'une surveillance particulière, bien plus que cela n'est dit dans le livre. Donc je vous invite à vous mettre en rapport soit avec la liste du Made in de Paris, soit avec les chimistes connus du consistoire de Paris, qui sont des gens très pieux et très connaisseurs, vraiment au détail près de toutes ces marques. Et il y a des marques, encore une fois, qui sont connues et d'autres qui sont plus compliquées. Voilà. L'idée, c'est toujours de respecter selon ce qui se fait par des gens sérieux. D'accord? Voilà, on va passer à une autre particularité maintenant, le vinaigre de vin.